Salut à toutes et à toutes et bienvenue pour cette rentrée de GM Web3. Ça fait maintenant un peu plus d'un mois qu'il n'y a pas eu d'émission, donc je suis très 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 heureux de tous vous retrouver ce matin. Je vois qu'on est déjà pas mal dans le space. Donc je vous rappelle, comme chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi matin, en direct, en Twitter Space et ensuite en replay sur l'ensemble des plateformes de podcast et sur notre chaîne YouTube. Je remercie le partenaire de cette émission, l'école Alira. Donc l'école Alira, c'est la première école blockchain en France. Elle propose depuis 2019 des formations de consultants, de développeurs, mais aussi de finances décentralisées, de tokenomics et d'intelligence artificielle. Et elle vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de ces formations grâce au code GRM100. Donc prenez vite rendez-vous grâce au lien que je vous épingle en commentaire de ce space, mais également en description du podcast si vous l'écoutez en replay. Donc je vous l'épingle en commentaire, allez vous renseigner sur les différentes formations, mais également sur comment les faire financer. En général, ça vous coûte pas grand-chose. Moi-même, j'ai fait la formation consultant blockchain et j'en suis ressorti enrichi. Aujourd'hui, je suis avec des nouveaux et notamment avec l'ami Romain Bailleul, cofondateur de La Mine, de T-Rock, mais également conférencier et enseignant. Salut Romain, comment vas-tu? Salut, la forme et toi? Ça va très très bien. Je crois savoir que tu attendais cette rentrée avec impatience, autant que moi. Ouais, carrément, il y a des sujets un peu chauds là. Là, tu sais comme moi, avec ce qui s'est passé avec Pavel Durov, les élections américaines. C'est vraiment les deux sujets qui m'intéressent le plus là sur la matinée. Eh ben ça tombe bien parce que ça fait partie du programme. Donc tu vas pas être déçu et j'ai hâte d'entendre ton avis là-dessus. Je suis également avec Raphaël Potard. Ici on s'appelle par les prénoms, mais comme c'est la première fois, je le présente. Donc COO de Cryptosphère Accelerator et également fondateur de l'événement Crypto Tour et Family Officer. D'ailleurs je savais pas que ça existait, Family Officer Crypto. Salut Raphaël, comment vas-tu? Salut GRM, bonjour à tous. Ça va super. Impatient de faire cette rentrée avec vous là tous ensemble. J'ai Très hâte là. heureux également. Ça va la salle de bain? Ça va. Petite galère. Emménagement assez compliqué pour moi. Le plombier va passer, mais voilà, plus d'eau depuis maintenant 12 heures. Donc bon, on D'accord. vit avec. On Donc a le space, donc ça va. donc tu fais un Twitter Space sale. Ouais, entre guillemets. On va pas rentrer dans les détails, mais effectivement. Ok. Alors, le programme aujourd'hui, d'abord, on va commencer par l'actu Web3 avec un concept un petit peu nouveau que j'ai volé aux grandes gueules. Voilà, je vous le dis, je rends à César ce qui est à César et j'ai trouvé que le concept très cool. En fait, je vais vous donner des actus et puis vous allez me dire est-ce qu'on s'en fout, est-ce qu'on s'en fout pas. Parce que comme il y en a énormément chaque matin et qu'on peut pas tout aborder, je passerai par le prisme de votre intérêt. Ensuite, on recevra l'économiste et auteur Philippe Erlin qui d'ailleurs est déjà avec nous ce matin. Philippe, n'hésite pas si tu le souhaites, d'ores et déjà prendre la parole et intervenir sur les sujets d'actualité que je vais aborder. Et sinon, bien, ce sera à 10h30 qu'on commencera notre entretien, un entretien long, un entretien complet sur l'actualité de ces dernières semaines au niveau politique, géopolitique, crypto-économie, finance, monétaire, tout sera abordé. Et enfin, en fin d'émission, aux alentours de midi à peu près, notre éditorialiste juridique Arnaud Toiti, vous connaissez tous, puisqu'il il est déjà chroniqueur ici depuis un petit bout de temps, viendra pour revenir sur l'affaire des NFT de la célèbre marque au crocodile Lacoste, qui semble bien être un rug pull. On y reviendra évidemment tous ensemble. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de retweeter le lien du space. C'est très 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 important si on veut que davantage de personnes nous rejoignent. Mettez un like, mettez un commentaire, même mettez plusieurs commentaires. N'hésitez pas à intervenir pendant le space. Posez vos questions dans les commentaires. C'est un space qui est en direct, qui est interactif. Donc vraiment, ne vous empêchez pas. Si vous écoutez l'émission en replay, pensez à vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, à mettre un like, un commentaire également et à activer la petite cloche, notamment sur YouTube, pour ne manquer aucune émission.
Bien, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer et on va passer à l'actu crypto. Première news, alors c'est pas dans l'ordre, ni de mes intérêts, ni chronologique, c'est en pagaille, donc n'y voyez pas de ligne éditoriale particulière là-dessus. Donald Trump lance une nouvelle collection de NFT. On s'en fout pas? Romain, Raph, Ouais, moi j'aime, moi je valide. Ça me fait marrer. ok. Moi, ouais, on s'en fout. Ok, bon, bah, en fait, alors la règle, on verra si ça marche, on itère. Hein. S'il y en a un d'entre vous, un des chroniqueurs qui s'en fout pas, on en parle. Voilà. Alors, donc très rapidement, Donald Trump a lancé sa 4e collection de NFT. Chaque NFT est vendu, puisque ça y est, la vente est ouverte à $99. Et en fait, cette collection propose diverses utilités pour les détenteurs. En fait, en fonction du nombre de NFT que vous achetez, par lot de 25, 50, 75, 100, etc., eh bien, ça vous permet de bénéficier d'expériences un peu VIP. Ça peut vous permettre d'assister à un dîner exclusif dans sa maison aux États-Unis. Ça, c'est pour les plus gros, évidemment. Mais vous pouvez également, si vous en achetez une certaine quantité, recevoir une carte physique dont 5 d'entre elles, arboreront un morceau de son costume qu'il va porter lors du débat contre Kamala Harris qui est prévu, je crois, le 10 septembre. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, donc plein de petits avantages. Les NFT sont à l'effigie de cartes. Il y a une tendance aujourd'hui des trading game cards, donc des cartes de jeux à échanger. Et en fait, il a fait ça avec évidemment à son effigie à lui, sous la forme de Iron Man ou de plein de personnages de référence pop, mais également on le voit se battre avec un lion, etc. Enfin, c'est très très épique, on va dire. Et voilà. Alors, visiblement, la collection ne marche pas très bien, puisque pour l'instant, il y a que, aux dernières nouvelles, il y avait 5, 6, 7% des NFT qui avaient été vendus. Voilà. Donc, pour le coup, un peu décevant, mais bon, voilà. La vente est ouverte. Vas-y, Raphaël. C'est quoi le floor price pour pouvoir dîner avec lui? Bah, en fait, en gros, c'est $99 le NFT, et je crois pour avoir le dîner spécial, faut en acheter 75 ou 100, je sais plus, mais c'est entre 7 500 et $10 000. Ah, c'est pas si cher que ça, hein. Non, ça va. Il fallait payer beaucoup plus à l'époque de Nashville pour aller dîner avec lui. Donc effectivement, c'est assez accessible. Bon, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, ça confirme son positionnement en tant que président crypto president. Deuxième news. Et en fait, ça reste sur Donald Trump. Donald Trump a annoncé le lancement de son propre exchange crypto. On s'en fout pas? Ouais, ça mérite de l'intérêt aussi, pour moi. Enfin, moi, à titre perso, tout ce qui va en faveur de l'adoption, ce qui fait bouger les lignes aux États-Unis, qui va du coup impacter le marché global, ça a d'intérêt. Donc forcément, dès le moment donné où Trump sourcille, ou Elon Musk, ou tous ceux qui pourraient faire pumper ou bouger les lignes côté crypto, moi, ça m'intéresse. Bah, je suis assez en phase. Et donc pour le coup, donc l'ancien président américain s'apprête à lancer son propre exchange crypto, une plateforme dédiée à ses supporters. Et par rapport aux autres exchanges, il promet des frais compétitifs et un focus sur la sécurité des transactions. Pour l'instant, pas d'informations sur les tokens les tokens qui seront listés, ni les fonctionnalités qui y seront intégrées. Voilà, l'idée pour lui, c'est d'être capable de mobiliser ses troupes et de pouvoir leur permettre d'accéder en fait aux cryptos sans passer par les plateformes traditionnelles. Alors, ça pose une question, celle de la réglementation et de la sécurité. Écoute, on verra, mais gros parti pris crypto par Donald Trump. On en parlera évidemment dans le détail tout à l'heure avec Philippe. Mais voilà, en l'espace de 2 semaines, on a une nouvelle collection de NFT et projet d'exchange. Le gars, il arrête pas. Vas-y, Il Romain. chôme pas. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je suis même pas sûr qu'il y capte grand-chose. Je suis même pas sûr qu'il soit lui-même convaincu, mais il a une équipe de com derrière qui peut-être comprend mieux et qui oriente les choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est l'impact que ça, peu importe ce qu'il pense. En fait, au final, c'est que moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça devient un vrai sujet politique aux États-Unis. Bon, nous, en France, malheureusement, nos politiques, ils captent rien. Mais de se dire que dans ce qui est encore aujourd'hui le plus grand pays du monde, ça mène à débat.
mais en tout cas le pays le plus puissant, que ça devienne un enjeu, que Kamala Harris doit rétro-pédaler et doit communiquer sur le sujet. Rien que ça, pour moi, c'est un banger. C'est impressionnant. J'aurais jamais cru vivre ça. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Ouais, je suis assez d'accord. Mais là encore, je m'expande pas trop puisque je sais qu'on va en parler plus longuement tout à l'heure. Cardano lance sa mise à jour. Shang, on s'en fout pas. C'est quoi? C'est quoi Cardano? C'est quoi? Un Ouais, stablecoin? bon, je pense qu'on est tous d'accord. Bon, pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas derrière, évidemment, si on n'aborde pas la news ici, à aller vous renseigner. Hein, on peut pas parler de tout, mais en tout cas, voilà, il y a une mise à jour sur Cardano. Voilà, si ça vous intéresse, allez vous renseigner. Visiblement, les ETF Ethereum, ça marche pas tant que ça. On s'en fout pas. Ouais, On pour s'en moi, fout pas. c'est intéressant, ouais. Alors, parlez pas tous en même temps, les copains. Mais j'ai compris qu'en fait on s'en fout pas. Ok. Donc effectivement les ETF basés sur Ethereum qui ont été lancés cet été, après que ceux sur Bitcoin aient été lancés un peu plus tôt cette année, eh bien ont montré des performances décevantes avec des volumes de trading inférieurs aux attentes. Et donc voilà. Notamment, on peut parler de volatilité de marché, concurrence avec d'autres produits financiers, les incertitudes réglementaires. Donc voilà. Donc pour le coup, certains investisseurs sont un peu déçus et on voit que d'ailleurs l'impact sur le prix d'Ethereum a été assez limité. Donc bon, on verra. Peut-être que c'était l'été, peut-être que certains attendent la décision de la Fed en entourant les taux directeurs avant de se lancer, ou peut-être que les gens comprennent pas Ethereum aussi bien qu'ils comprennent Bitcoin, et c'est pour ça qu'ils sont rentrés beaucoup plus sur Bitcoin. Voilà, à voir ce que ça va donner. Vas-y, Raphaël. Je pense aussi que le prix avait déjà été pricé en amont en fait. Vu qu'il y avait déjà eu le retour sur le Bitcoin, je pense que les gens s'attendaient un peu à ce qui allait se passer. Et les volumes, vu qu'ils sont pas si faramineux que ça, moi je trouve ça assez normal. Je m'attendais pas à ce qu'ils montent à Ouais, mais 8 000, après, 7 000 ouais. comme. Non, sur le price impact sur Ethereum, je te rejoins. Après, c'est vrai, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de liquidité sur ces ETF. Bon, on verra. Encore une fois, il y a certains produits financiers parfois ne connaissent pas au départ, en tout cas, un engouement énorme, et ensuite, effectivement, ça peut venir. Mais voilà. En tout cas, en l'état, il paraît que c'est un peu décevant. Vitalik vend ses Ethereum. On s'en fout pas. C'est intéressant, en fait. C'est surtout la lecture de l'écosystème qui est intéressante pour moi. Alors, je suis d'accord avec toi. Tu vas donner ton avis. Alors, Vitalik Buterin, cofondateur d'Ethereum, bien connu ici évidemment, a vendu une petite partie, de ses Ethers, attirant l'attention de la communauté. Il aurait vendu environ 2000 ETH pour une valeur d'environ 3 millions de dollars. Donc évidemment, la vente, elle n'a pas eu un impact immédiat sur le prix d'Ethereum parce que ça reste quand même la deuxième plus grosse capitalisation boursière. Donc pour faire bouger le cours, il en faut un peu plus. Elle a en revanche suscité des discussions sur ses motivations. Il a dû lui-même effectivement se justifier en disant qu'il n'avait jamais vendu d'ETH, en tout cas pour des raisons personnelles ou spéculatives, mais qu'à chaque fois qu'il en vendait, c'était pour réinvestir dans l'écosystème, soutenir des projets prometteurs selon lui. Voilà, donc il a dû quand même se justifier. Romain? Ouais, je trouve ça assez dommage que dans l'écosystème, tu vois, ça râle pour un rien et en fait le mec, il a juste pris un peu pour jouer son rôle de business angel parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il réinvestit aussi pas mal essentiellement sur des projets effectivement logiquement autour de l'architecture Ethereum. Donc pour moi, c'est un non-débat. Enfin, OK, il a vendu un petit peu, mais c'est pas pour s'acheter un cartable licorne pour la rentrée, hein, c'est pas pour lui, hein, non mais j'en avais fait un tweet d'ailleurs avec humour. Voilà, c'est pas pour préparer sa rentrée, c'est pas pour s'acheter un yacht, c'est vraiment pour l'écosystème. Donc si En tu tout veux, cas, c'est pas pour acheter les NFT de Trump, hein. c'est ça. Parce que sinon ça aurait fait sold out. Ok, ouais, non, mais ouais, effectivement, c'est intéressant. Maintenant, moi personnellement, je me dis que c'est pas mal que la communauté réagisse. Ça montre son activité. En fait, si la communauté avait pas réagi, on se serait dit, ok, en fait, Ethereum, quelqu'un peut vendre 2000 ETH et c'est pas n'importe qui en plus. Mais en fait, tout le monde s'en tape. Donc en fait, le fait que les gens réagissent,
bah, je me dis que c'est normal, ça fait de la discussion, ça a permis aussi à Vitalik de se justifier, parce que sinon il l'aurait pas justifié. Et c'est vrai que quand on a un aussi gros holder qui vend, moi je trouve pas ça déconnant. Alors après il y a la forme évidemment, hein, mais ouais, je me dis c'est normal. T'imagines si Satoshi vend ses bitcoins, bah, ça va faire réagir. Alors c'est pas le même montant bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc moi au contraire, je me dis c'est bien, ça prouve que l'écosystème est encore là. Surtout que si on met en parallèle avec le nombre de transactions sur Ethereum cet été, il a été historiquement faible. Donc là, la blockchain, en ce moment, il se passe pas grand-chose sur Ethereum. Donc si au moins au niveau de la communauté, ça peut bouger quand il se passe quelque chose, moi je trouve ça plutôt sain, au contraire, mais ok. Raphaël? Moi, je trouve ça aussi normal qu'à un moment le founder puisse vendre ces tokens qu'il a hold depuis quasiment ça fait 8 ans. C'est pas déconnant. Ça fait pas un an qu'Ethereum existe. S'il fait une vente, je trouve pas ça choquant. Non, mais d'autant que le price impact est léger, donc il a pas fait dumper le truc, tu vois. Donc voilà, mais le fait qu'il vende est pas déconnant. Après, est-ce qu'il se doit d'expliquer à chaque fois pourquoi il vend, surtout des sommes de ce type-là? Ça se discute parce que il faut savoir que les Ethers sont préminés. Lui, il a dû les acquérir, alors soit gratuitement avec une allocation de team, soit il les a achetés en tout cas au tout début. Donc pour le coup, on peut pas demander aux influenceurs d'être transparents lorsqu'ils vendent sur leur commu, ou même les teams quand ils libèrent des tokens ou quand ils vendent eux-mêmes, et pas demander la même transparence à Vitalik, tu vois. Donc pour le coup, voilà, il a le droit, mais il a aussi peut-être ce devoir d'être transparent vis-à-vis de la communauté qui le suit depuis le début et qui a, pour certains, investi dans ETH. On avance, Romain, si tu veux bien. Elon Musk et les accusations autour de Doge. Donc visiblement, il a été blanchi de ces accusations. On s'en fout pas? On s'en fout. Ouais, on s'en fout Oh, pour moi. Ça, c'est un non-débat. ah ouais? Alors pour le coup, ok, bah c'est vous qui décidez. Mais c'est quand même intéressant. J'ai envie d'en parler vite fait de Bah celui-là. vas-y. Non, en fait, rapidos. En fait, à l'époque, il avait fait des posts sur Dogecoin qui avaient fait monter le prix à un niveau indécent, et de façon vraiment immédiate et directe, en fait. Et donc, eh bien, il y avait des plaignants qui s'étaient constitués pour attaquer Elon Musk, comme quoi il avait artificiellement influencé le prix du Doge, etc. La justice a jugé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour soutenir ces accusations. Et en fait, moi, je pense que ça crée quand même un précédent. Parce que jusqu'à présent, et depuis cette affaire-là, Elon Musk avait très peu communiqué sur les cryptos. Je parle sur une crypto en particulier. Il s'était fait très discret là-dessus. Il avait arrêté en fait de se faire ça. Bon, aussi parce que l'impact n'était plus le même. Hein. Bah, évidemment, c'est au début ça faisait beaucoup d'impact. Aujourd'hui, ça en fait un peu moins. Mais maintenant qu'il a été entre guillemets blanchi de ça, il peut peut-être recommencer, tu vois. Donc bon, on verra, mais ça pose quand même la question des personnes très influentes qui parlent d'une crypto-monnaie et qui forcément font monter artificiellement le prix. Ça crée quand même un précédent. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y en a d'autres qui se lâchent un petit peu en disant bon, si Elon Musk il a été blanchi, moi je risque rien. Hein. Donc voilà. Mais ok, on n'en parle pas. On en a quand même parlé, mais on n'en parle pas. La SEC menace OpenSea de l'ouverture d'une enquête. On s'en fout pas. Bah ça reste intéressant. Ok, la SEC a lancé une enquête sur OpenSea, la plus grande plateforme de NFT, pour déterminer si certaines transactions violent les lois sur les valeurs mobilières, les fameuses securities. L'enquête pourrait porter sur la classification des NFT en tant que titres financiers. C'est une question qui est clé pour la régulation future de l'industrie. OpenSea coopère avec les autorités, mais cette investigation pourrait avoir des implications majeures pour le marché des NFT. En d'autres termes, vous savez, la SEC ne peut intervenir que sur ce qu'on appelle les titres financiers, les securities. Ces dernières années, elle a tendance à lister des actifs numériques, donc essentiellement des cryptos jusqu'à présent. Mais là, elle s'attaque aux NFT. Et en fait, en gros, on a le sentiment que la SEC veut vraiment
dans la mesure du possible, encadrer tout ce qui est lié aux crypto-monnaies, aux actifs numériques, aux NFT, etc. Mais d'abord, elle doit être capable de démontrer devant la justice que les titres en question sont bien sous son autorité, que ce sont des securities. Et donc là, ce qui est assez amusant, c'est qu'au lieu d'aller s'attaquer à une collection de NFT particulière et essayer de la requalifier en securities, elle a décidé d'attaquer la marketplace. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, si un actif est un securities, eh bien, il ne peut pas être tradé sur n'importe quelle plateforme. Par exemple, Binance et la plupart des exchanges centralisés n'ont pas le droit de permettre le trading de securities. Pour ça, il faut des habilitations, des agréments, une documentation bien particulière, etc. Et c'est pour ça qu'on avait vu à l'époque le Ripple être délisté, notamment chez Coinbase, à l'époque où le Ripple était en passe d'être requalifié en securities, chose qui n'a finalement pas eu lieu. Bon, on verra effectivement si ça va au bout et est-ce que la SEC parviendra à requalifier certaines collections comme des securities, et si oui, leur trading pourrait être interdit sur OpenSea. Bon, c'est une enquête de 2-3 ans, comme d'habitude, qui commencerait si elle est lancée. Je crois que pour l'instant, c'est juste une menace. Bon, on verra là où ça nous mènera. Je vois pas de main levée, alors on avance. Bon, on va parler de Lacoste, mais on en parlera beaucoup plus tout à l'heure. Mais évidemment, je peux pas dans la revue de presse ne pas parler de ça. Lacoste ferme ses réseaux sociaux et dans un communiqué de presse explique qu'il arrête son projet Under W3, UNDW3, je sais pas comment on le dit d'ailleurs. On s'en fout pas. Ouais, pour moi, ça reste intéressant aussi parce que c'est un corpo, c'est un grand compte, c'est une grosse boîte qui avait mis un petit orteil quand même dans cet écosystème et ça a foiré. Donc ça reste Ouais, intéressant. Ça reste intéressant. c'est hyper intéressant. Le projet a été lancé en 2022. Le but effectivement de cette collection, c'était de permettre aux détenteurs de cette collection de NFT de bénéficier d'avantages exclusifs, de collections de vêtements exclusives, d'invitations à des événements exclusifs. Enfin vraiment, ils ont voulu se lancer dans le Web3 en fanfare. À l'époque, il y avait déjà eu des polémiques sur la collection. Beaucoup se plaignaient de l'art, qui était assez, moi je trouve en tout cas, dégueulasse. Et effectivement, ils ont essayé de relancer plusieurs fois la chose, mais c'est vrai que ça marchait pas bien. Il y avait quand même pas beaucoup de trading sur le marché secondaire, les utilités peinaient à arriver, et là voilà, clap final sur cette histoire, et donc évidemment la communauté est pas contente, accusation de scam, de rug pull. Donc je répète, on en parlera tout à l'heure plus précisément avec Arnaud Toiti, mais voilà. Rapidement, Romain. Ouais, tu vois, moi sur ce sujet, je vois un peu des approches. Tu vois, je vois des grandes marques comme Lacoste qui peut-être, tu vois, sont intéressées par l'écosystème Web3 et dans ce cas-là, il faut qu'ils aient les codes du Web3, il faut qu'ils parlent comme nous, il faut qu'ils parlent un peu à notre façon. Ou t'as l'approche que je vais qualifier de Web 2.5, c'est-à-dire en fait, tu vois plus du tout qu'il y a un NFT, tu vois plus du tout, c'est du mass market, c'est adapté au plus grand nombre. Et en fait, le positionnement, il doit être clair du départ. Sinon, ça finit comme ça. En fait, t'as un message qui est pas clair et tu plantes ta collection, quoi. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord. On en reparle tout à l'heure plus longuement. Le compte Twitter de Kylian Mbappé a été piraté, occasionnant des millions de dollars de pertes pour certains, puisque l'idée était de lancer un projet crypto. On s'en fout pas. Vas-y, évoque-le quand même, c'est un sujet d'actu. Ouais, bon, ce sont tous. Bon, en fait, pas grand-chose à dire puisque effectivement, c'est un compte de plus d'une personnalité piratée pour promouvoir une attaque crypto. Donc voilà, ce qu'il faut juste peut-être profiter, c'est faites attention, attention aux liens sur lesquels vous cliquez, vérifiez effectivement si si c'est bien la personne qui est derrière le compte qui lance le truc. Mais c'est vrai que là, comme Messi avait lancé un truc sur Instagram et qu'on avait Ronaldinho, enfin il y a plein de footballeurs qui avaient fait ça. C'était pas complètement déconnant que Mbappé se lance là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est pas lui. Donc voilà, faites attention. Il y a pas eu McDo aussi récemment? McDonald's, je crois, qui ont été piratés de mémoire. Si je dis pas de conneries. Je sais pas. Par contre, je me rappelle qu'en 2020-2021, McDonald's avait lancé une collection de NFT. Ça, par contre, je m'en rappelle à l'époque, avec des frites, des trucs et tout. Mais non, j'ai pas vu passer le piratage de McDo, C'est mais quoi la news? peut-être. Si je la retrouve, je la mets en Ok, ouais, réponse. grave.
Tiens, un truc qui m'intéresse, il nous reste 1 minute, putain. Il y a beaucoup de news. Bah, c'est normal, hein, on revient. Là, j'ai pris toutes les news de ces dernières semaines. Hein. Bon, le téléphone Saga 2 de Solana pourrait ne jamais voir le jour. On s'en fout pas. On s'en fout pas. On fout pas. Bon, en gros, ils avaient lancé en fanfare un smartphone, le Saga 1 à l'époque, qui avait mis un petit peu de temps avant de se vendre, qui a profité ensuite de la hausse fulgurante du même coin Bonk, puisque acheter ce téléphone permettait d'avoir un airdrop en Bonk. En fait, la valeur du airdrop, à un moment donné, se retrouvait d'un montant supérieur à l'achat même du téléphone. Tant et si bien que le Saga 1 s'était ensuite vendu en quelques heures, donc c'était un pas intéressant pour une fondation blockchain dans le secteur du hardware, et en l'occurrence de la téléphonie mobile. Suite à ça, Solana a décidé de lancer le Chapter 2, et donc un nouveau téléphone avec des utilités un petit peu différentes et complémentaires. On apprend que le producteur, la société qui était chargée donc de fabriquer en fait le Saga 2, eh bien rencontre des difficultés financières. Donc pour l'instant, alors j'ai pas vu de réponse et j'ai pas vu d'informations concernant Solana, mais à ce sujet, je demanderai à mon ami Olivier Goutet, qui est développeur chez Solana Mobile, pour savoir un petit peu ce qui se passe, et je le recevrai dans l'émission, je pense semaine prochaine, pour qu'il vienne nous dire un petit peu ce qu'il en est, parce que ça avait fait beaucoup parler. Ils en avaient vendu quand même pas mal, hein, des Saga 2, donc voilà, bon, à suivre. Et tant pis, il y aura pas les autres news. On va commencer maintenant l'interview du jour. Il en restait 2, ça va, c'était pas les plus importantes, on perd pas grand-chose. Merci Romain et Raphaël de vous être prêtés au jeu. Et donc on va recevoir Philippe Erlin.